conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Juste quelques semaines après la réduction du prix du ciment gris 32,5, ce produit est devenu brusquement rare sur le marché. Une situation déplorable qui empêche aux populations de profiter des avantages souhaités par les plus hautes autorités qui ont consenti des efforts pour réduire le prix. Le constat avec Abdelaziz Issaka et Amadou Hamidou. Du ciment vendu à Niamey comme des petits pains, tellement convoité par les populations qu'il est devenu rare sur le marché. C'est la raison avancée à la fois par les détaillants, les grossistes et même les représentants des usines de production pour justifier la pénurie constatée du ciment 32,5 R sur le marché. Vu de cet angle, on peut dire que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a fait fort. La mesure sociale prise par son président, chef de l'État, consacrant la réduction du prix du ciment, l'a rendu tellement accessible que les populations se l'arrachent. Ceci prouve par ailleurs que cette mesure du CNSP et le gouvernement répond à un besoin réel, une aspiration profonde des populations. Seulement, ces populations, notamment les plus démunis, ceux-là même pour qui la mesure a été prise, n'arrivent plus à trouver le ciment sur le marché. Il y a donc lieu de se poser cette question. La rareté du ciment 32,5 R est-elle liée à une pénurie savamment orchestrée ou est-elle due au manque d'approvisionnement du marché? À cette question, seules les autorités compétentes peuvent répondre. En tout état de cause, la raison constitue un glot d'étranglement qu'il va falloir déceler et éliminer pour que les populations les plus démunies, conformément à la volonté des plus hautes autorités du pays, accèdent à ce ciment partout et au prix indiqué. C'est leur droit. Le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité, à présent, un bulletin qui évoque les différentes interventions des signature cet après-midi à Niamey d'un protocole d'accord entre le ministère de la Justice et le syndicat national des agents de la justice. Il s'agit d'un protocole qui s'articule autour de plusieurs points relatifs aux conditions de travail des agents de la justice. Les conclusions avec Maître Manou Mariama Mamadou Taganga, secrétaire général adjointe du SNAJ. Sur le premier point relatif à la modification de la loi 2014-61 du 5 novembre 2014, portant statut autonome du personnel du cadre des services judiciaires, le ministère relève que le projet d'ordonnance modificatif de la dite loi est dans le circuit. Sur le deuxième point relatif au recrutement de greffiers en nombre suffisant et la dotation en matériel de travail, le ministère, conscient du manque du personnel suffisant, s'engage dans les limites des moyens de l'État à poursuivre les efforts de recrutement pour atteindre les standards internationaux en la matière des greffiers pour un magistrat. C'est le troisième point, ayant trait à la dotation en toge individuelle de tous les greffiers, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme s'engage à doter en toge individuelle tous les greffiers qui n'en disposent pas au plus tard le 30 juin 2025. C'est le quatrième point relatif à la suppression pure et simple des dispositions relatives aux greffiers ad hoc de la loi 2018-37 du 1er juin 2018 portant organisation et fonctionnement des juridictions en République du Niger, le ministère s'engage à veiller au respect strict des dispositions légales relatives au recours à des greffiers ad hoc à travers une note circulaire. C'est le cinquième point relatif à la mise en place d'un comité chargé des affectations. Le BENSNAJ reconnaît le pouvoir discrétionnaire de l'administration en cette matière et se réserve le droit de dénoncer toute décision qui sera prise en violation du respect de l'ancienneté et du grade correspondant à chaque greffier. Le ministère, quant à lui, reste ouvert et disponible à recevoir toute critique positive dans ce sens. Le ministère s'engage à respecter le plan de carrière dans les nominations et affectations des greffiers.
C'est le 6e point relatif au rehaussement des indemnités de greffe de responsabilité de risque. Et sur le 7e point relatif au rehaussement de l'uniformisation de l'indemnité de logement en fonction du lieu d'affectation. S'agissant de cette question financière, le ministère s'engage à transmettre les doléances acquis des droits et à en assurer le suivi jusqu'à son aboutissement. C'est le 8e point relatif au paiement des frais de transport avant cessation de services en cas d'affectation. Le ministère s'engage à ce que toutes les affectations soient accompagnées de frais de transport. Sur le 9e point relatif au paiement intégral des arriérés de frais de transport, des indemnités de frais de transport et des incidences financières liées aux avancements et reclassements du personnel du cadre des services judiciaires, le ministère s'engage à payer les arriérés de frais de transport au plus tard le 30 juin 2025. Par ailleurs, le ministère s'engage à faire le suivi nécessaire jusqu'à la prise en charge effective de toutes les réclamations d'incidences financières auprès du ministère en charge des finances. C'est le 10e point relatif à l'organisation des concours. Le BENSNAJ reconnaît les efforts fournis ces dernières années par le ministère en la matière en organisant un concours de recrutement direct de 100 agents et de 2 concours professionnels et l'encourage à continuer dans cette lancée. Sur le 11e point, ayant trait à la poursuite et au renforcement des formations des greffiers en dehors de toute discrimination constatée lors de la désignation des bénéficiaires des formations, le ministère s'engage à améliorer la coordination des activités pour satisfaire de façon juste et équitable les besoins de formation au bénéfice de tous les greffiers sans discrimination. Pour ce faire, l'école de formation judiciaire du Niger et la direction des ressources humaines seront instruites pour travailler de concert dans le choix des greffiers bénéficiaires de formation. C'est le 12e point relatif à la nomination des greffiers à des postes de responsabilité au sein de l'administration centrale. Le ministère est disposé à nommer des greffiers à des postes de responsabilité à l'administration centrale. Par rapport au poste du directeur des ressources humaines, il n'y a pas eu d'accord. Sur le 13e point relatif au respect des dispositions statutaires relatives aux affectations et nominations, les 2 parties se sont accordées sur la nécessité du respect des règles d'ancienneté et de grade dans les affectations conformément à l'article 14 du décret 2015-357 PRN-MJMF du 10 juillet 2015 portant modalité d'application de la loi 2014-61 du 5 novembre 2014. C'est le 14e point relatif à l'arrêt immédiat des ingérences intempestives des présidents de certaines juridictions dans les affectations des greffiers. Les 2 parties s'accordent sur le fait que cette question relève de la gestion des hautes juridictions qui disposent de leur organisation propre. Sur le 15e point relatif à la confection des timbres propres à la justice, le ministère signale que la confection des timbres ne relève pas de ses attributions, mais s'engage à rentrer en contact avec les services compétents afin que les timbres soient mis à la disposition des tribunaux. Sur le 16e point, ayant trait au retour des frais relatifs à l'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM, à la régie des recettes des juridictions, les 2 parties s'engagent à mener des investigations pour cerner la question afin d'approcher les services compétents pour l'examiner. Sur le 17e point relatif à la mise en place de la régie d'avance, le ministère de la Justice informe le BENSNAJ que cette régie d'avance est destinée au ministère de la Justice et des droits de l'homme au nom aux juridictions. Le comité chargé des négociations assure le suivi du présent protocole d'accord qui entre en vigueur dès sa signature par les 2 parties. Ont signé le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, Ali Odaouda, pour le BENSNAJ, le secrétaire général Souley Abdou. Suite de ce journal avec le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrahim Maïssa, qui a présidé ce matin au gouvernorat de la région la réunion du Conseil régional de sécurité, réunion tenue en présence des acteurs concernés par la question. Moussa Efalei Bachir Harouna. Il s'agit au cours de cette réunion hebdomadaire tenue ce matin, mercredi 6 novembre 2024, sous la présidence du gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrahim Maïssa, d'examiner la situation sécuritaire qui prévaut dans la région d'Agadez.
Cette réunion du Conseil régional de sécurité permettra au gouverneur de la région d'Agadez et les membres de cette instance régionale de garantir la paix et la quiétude sociale au sein des populations. Le Conseil régional de sécurité donne son avis sur toutes les questions relatives à la défense et à la sécurité sur le territoire de la région d'Agadez. À Difa également, le gouverneur de la région, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a présidé ce jour, mercredi 6 novembre 2024, la réunion du Conseil de sécurité en présence de l'ensemble des membres du Conseil. Le point avec nos correspondants régionaux, Adraman Boukari et Adraman Majiri. Au programme de cette session placée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, partagé sur les mesures et dispositions à renforcer davantage en vue de faire face aux éventuelles répercussions des opérations militaires en cours dans le bassin du lac Tchad, la lutte contre le feu de brousse afin de protéger le potentiel fourrager obtenu cette année, la consolidation du climat d'accalmie et de la tranquillité constatée ce dernier temps sur l'axe Difa-Mainesoroa, un aspect né des actions menées sur le terrain grâce à la détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité déployés dans cette partie de la région de Difa, et enfin examiner la situation sécuritaire sur l'axe Difa-Kablewa, souvent caractérisé par des braquages sur des paisibles citoyens. Une occasion donc pour le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, après avoir amplement développé ces différents points inscrits à l'agenda de cette session, d'inviter l'ensemble des membres de cette instance à une analyse approfondie afin de répondre aux attentes et aspirations des populations en matière de sécurité au niveau de la région de Difa. À son tour, le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Mena Boukar, a aussi présidé la réunion du Conseil régional de sécurité. Cette réunion a enregistré la présence de tous les membres de ce conseil. Bada Salamatou Moussanouma. Ce matin, l'ensemble des acteurs ont répondu à cet appel afin de faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de long à large et aussi proposer des solutions idoines à même d'améliorer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble de la région. Cette rencontre permettra aussi de faire une présentation du projet de réalisation d'une carte analytique sécuritaire. Occasion pour le gouverneur de la région de Tillabéri de féliciter et d'encourager les forces de défense et de sécurité pour les efforts qu'ils déploient, car ne ménageant ni leur temps, encore moins leurs efforts, pour que la paix et la stabilité s'installent sur l'ensemble du territoire national en général et dans la région de Tillabéri en particulier. Toutes choses perceptibles depuis l'avènement du CNSP, en témoigne si besoin est le retour des populations aux champs, la réouverture de plusieurs écoles dans les villages et hameaux à travers un dispositif sécuritaire adapté à la situation. Le lieutenant-colonel Mena Boukar leur a transmis les salutations et les encouragements du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, avant de leur demander de redoubler d'efforts pour qu'ensemble, ils puissent neutraliser les esprits mal intentionnés qui veulent nuire et saper le moral et la quiétude sociale de nos laborieuses populations. Ce conseil de sécurité élargi se veut être une occasion pour les différents participants d'apporter leur modeste contribution aux efforts de l'État qui de nuit comme de jour s'évertue à créer les conditions d'une paix durable, gage d'une souveraineté retrouvée. Par ailleurs, en visite à Kanambakaché dans le département de Mayaï, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issouf Mamana, a assisté à la lecture du Saint-Coran suivi de prières collectives pour la paix, la sécurité et la stabilité au Niger. Sandanatahi, Nassur Nakakale. À Kanambakaché, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, comme à son habitude, a longuement entretenu la population de Kanambakaché sur plusieurs thématiques ayant trait à la vie de la région et au-delà de la nation. Entre autres, la paix, la sécurité, l'unité, la coexistence pacifique et la cohésion sociale. Il a invité les uns et les autres à être les yeux et les oreilles des autorités et des forces de défense et de sécurité en dénonçant tout mouvement et fait inhabituel pour aider à assurer cette sécurité, évoquant les ambitions et les réalisations concrètes et salvatrices du CNSP et de son président, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État, au profit des populations qui trouvent déjà leurs conditions de vie améliorées
le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a relevé la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, la réduction des prix du carburant à la pompe, des prestations sanitaires, du ciment et bientôt le rachat de l'excédent céréalier. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a mis à profit son déplacement pour visiter et saluer l'engagement patriotique de la communauté de Kanambakaché, dont l'effort a permis de rétablir la circulation sur la route interreliant le chef-lieu de la commune à Achilafia, interrompu suite à une forte pluie de 300 mm et un autre phénomène de ravinement au quartier Kachefada qui avance d'année en année en menaçant dangereusement les habitations et les édifices publics. Une solution durable doit être envisagée face à ces deux problèmes. À Niamey, la mobilisation des ressources par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, ne faiblit pas. Ils étaient encore nombreux, les Nigériens, à faire le déplacement ce matin au siège du FSSP pour apporter leur contribution. Ramatou Adamouhali et Habib Abdraman. En cette matinée de mercredi 6 novembre 2024, la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Brarek Jormokoy, a réceptionné chaleureusement les contributions volontaires et généreuses de plusieurs concitoyens. Il s'agit tout d'abord du comité exécutif des élèves du lycée d'enseignement professionnel Issa Berry avec la somme de 50 000 francs CFA. En tant que jeunes et membres de cette communauté éducative, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la préservation de notre pays et de la construction d'un avenir de paix et de prospérité. Ce don est plus qu'un geste symbolique, il reflète notre engagement collectif et notre désir de voir un Niger uni, fort et résilient. Je tiens à encourager chacun de nos élèves, de nos enseignants personnels à soutenir cette noble cause car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les défis et faire avancer notre pays vers de nouveaux horizons. Le comité exécutif des élèves du lycée d'enseignement professionnel Issa Berry a été suivi dans cet élan patriotique par le groupement Wafakay de Yantalaba avec la somme de 20 000 francs CFA. Ensuite, le groupement Mar'atou Saliha de Koubi Akaina, 15 000 francs CFA et de Kadisekou, 2 000 francs CFA. Aïchot Suleiman et Habib Soumana ont contribué chacun 1 000 francs CFA, soit 2 000 francs remis par Hawa. Salamat Jubo Ide, 1000 francs CFA, un anonyme, 1000 francs CFA, et enfin Abdelwahab Hamajubo, 2000 francs CFA. Aujourd'hui, je suis au niveau du Fonds de solidarité pour apporter ma contribution et pour accompagner les autorités de notre pays. Ces fonds que moi j'appelle, pas fonds de solidarité, mais fonds de devoir pour tous citoyens qui décident vraiment d'accompagner les nouvelles autorités de notre pays. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui, à travers le minimum 2000, qu'il soit minimum ou bien payé, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un honneur pour moi d'apporter ma contribution dans ces fonds de devoir que moi j'appelle fonds de devoir. Parce qu'aujourd'hui, notre pays a décidé de prendre son indépendance, qu'il soit financière et qu'il soit sur tous les domaines. Aujourd'hui, il va falloir que tous les citoyens accompagnent, qu'ils soient de la diaspora d'ailleurs et qu'ils soient aussi de notre pays, accompagnent les autorités pour que cette souveraineté soit vraie. Tous ces gestes de solidarité illustrent un élan patriotique fort et unanime en faveur. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.